Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round, le choc franco-français le plus attendu de cette année. Il aura lieu le 8 décembre au Arès et l'un d'eux est parmi nous, Mickaël Lebou, qui va devoir affronter Carla Moussou. C'est vraiment une collision entre deux monuments français. Comment ça va, Mickaël? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Alors, mauvaise question, c'est pas comment ça va le poids surtout? Non, le poids c'est facile pour moi, 77 kilos c'est... Tu te balades? Franchement c'est très facile, j'ai l'habitude de faire les gros cuttings à 70, là c'était beaucoup plus compliqué. Mais 77, c'est quelque chose que je gère assez facilement. Alors, on va te faire une très belle part dans cette émission, Mickaël. Mais avant cela, il y a les news avec Sébastien Love. Et salut Seb, le MMA français qui est en ébullition. Encore une fois pour 2023, Hexagone MMA nous prépare une très belle fight card. Bonjour Lucie, bonjour Mickaël. Oui, effectivement, l'Hexagone MMA donc, qui pose ses valises au Zénith à Paris le 22 janvier, après s'être expatrié aux Émirats Arabes Unis et en Allemagne. Ils reviennent donc sur nos terres avec une édition qui se veut de très très haute qualité. Donc Laetitia Blo va remettre sa ceinture en jeu. Alors on n'a pas encore l'adversaire, mais en tout cas elle sera sur la carte. Mathieu Leto Duclos également sur la carte. Stéphanie Elopage, Wilson Varela du Marseille Fight Club, très cher à notre Jean-Michel Fouassard, Damien Losco qui va combattre en moins de 93, qui lui avant était un poids lourd, il s'était rompu les ligaments, là il a baissé un petit peu de poids, on va voir ce que ça donne dans cette catégorie, et Michael Aljarouj, qu'on a reçu ici, qui va également combattre à l'Hexagone, et Eva Dourte. On aura Romain Debienne, qui a la ceinture du GFA, la ceinture de l'Atomic Fighting Championship. Va-t-il combattre pour une ceinture à l'Hexagone? Je ne sais pas, mais en tout cas, soyez présents le 22 janvier au Zénith à Paris pour cette 6e édition de l'Hexagone MMA. Alors Mickaël, tu as pu être un tout petit peu critique vis-à-vis des Hexagone MMA dernièrement. Est-ce que là, cette carte, elle arrive à te convaincre? Alors ouais, il y a des très bons combattants, c'est ce que je dis. Moi, je pense à Eymar Guy qui a combattu pour la ceinture face à Gaël Grimaud. C'était quand même un gros combat, pareil, avec deux figures emblématiques en France. J'ai du mal à comprendre des fois la logique de s'expatrier aux Émirats, en Allemagne. J'ai discuté avec Mathieu qui m'expliquait un peu qui faisait en double organisation, en co-organisation avec des organisations locales pour abaisser les coûts en fait, de gestion, donc je comprends un peu mieux. Maintenant, je pense qu'en communication, c'est pas encore tout à fait au point, mais de toute manière, je suis critique dans l'espoir que ça progresse, pas critique pour être critique. Donc, je suivrai avec attention cette carte au mois de janvier. Et on a Laetitia Blo aussi, qui, tu disais, va peut-être faire un hold-up. Bah, elle peut, hein. On ne l'attendait pas franchement pour aller signer peut-être à l'UFC, vraiment, de par son âge déjà, parce que Laetitia, elle n'est pas toute jeune. Ah, bientôt 40. Ouais. et ensuite parce que je ne pensais pas que sa reconversion allait porter ses fruits à ce niveau-là. Aujourd'hui, elle a une ceinture dans une organisation de ce qui se fait de mieux en France. Après, il n'y a pas non plus énormément d'organisations en France. Mais je pense que si on lui donne un adversaire solide, assez connu en Europe et qu'elle passe le challenge, elle aura un beau palmarès de 5-1 ou 5-0 même. 5-0 avec un draw, ouais, c'est ça. Ouais. Un draw. Un draw, pardon. Ouais. Et donc du coup, pourquoi pas faire un hold-up et signer dans une très grosse organisation. Exactement, Laetitia Blo donc, qui se prépare pour le Zénith. Et on a aussi le MMA GP qui frappe fort avec l'ambition de proposer l'événement de l'année. Alors là, va falloir vraiment être à Bordeaux, effectivement, le 17 décembre au Parc des Expositions. Une carte XXL. Comme tout le monde sait, Cédric Doumbé a signé, donc ça sera sa 2e apparition avec le MMA Grand Prix. Il y aura Jason Poney, également, régional de l'étape. Il y aura Jade Jorent, également bordelaise. On aura Jennifer Gotti, Title Shy, qui avait combattu donc Cédric Doumbé. Shaban Shaibedra, combattant effectivement qui a déjà fait ses preuves de nombreuses fois en France et à l'étranger. Johan Salvador, bref, et j'en passe. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à Bordeaux. Le Parc des Expositions, c'est 5000 personnes. Donc, et encore une fois, Cédric Doumbé, c'est quand même un événement de l'avoir en MMA en France. Ça sera donc sa 2e apparition avec l'MMA Grand Prix. Franchement, il faut venir. Alors, on a le nom de l'adversaire de Cédric Doumbé. Il nous vient du Sanda. C'est un 2-0. Alors, bien évidemment, on voudrait un adversaire un peu plus bankable pour Doumbé. Mais pour le moment, il y a des règles à respecter avec la FMMAF. Voilà, je pense que Cédric devrait s'en sortir, mais voilà, ça reste quand même quid de cet adversaire-là qui nous vient du Sanda, on verra bien. En tout cas, venez le 17 décembre à Bordeaux. Infatigable, lui aussi, il revient sur ses terres. Mickaël Lebou sera au Arès et c'est notre invité Spotlight.
Alors Mickaël, ce combat, on l'a attendu. Le 8 décembre, tu seras donc dans cette cage face à Karl Amoussou. Vous vous connaissez bien puisque vous avez croisé le fer à l'entraînement, vous étiez partenaire au MMA Factory. Aujourd'hui, vous avez quitté cette écurie pour des raisons diverses et variées que tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure. Quelle est la nature de votre relation? Parce que vous étiez partenaire, vous vous entendiez bien, vous vous entendiez pas. Quelle était la nature de votre relation là-bas? Bah, non, c'était une entente cordiale. Il n'y avait jamais eu c'était je dirais une émulation. Il y a eu quelque chose entre lui et moi, de la rivalité, ça c'est clair. Moi, j'ai signé à l'UFC. On le sait, ça a toujours été un rêve pour Karl d'aller à l'UFC. Donc, je pense qu'à un moment donné, dans sa tête, il y avait peut-être quelque chose au-delà de la rivalité. Après, moi, j'y étais pour rien. J'ai fait mon parcours et j'ai avancé tout droit. Donc, on a été des sparring partners. On a croisé le fer à l'entraînement. Mais pas tant que ça au final. Ah, c'est vrai? Non, pas tant que ça. Et après, du point de vue, oui, c'est pas un ami. Ça n'a jamais été un ami. On n'a jamais partagé des moments en dehors de l'entraînement. Mais ça a toujours été quelqu'un de... Beaucoup de respect en tout cas entre vous. Sympa, respectueux, exactement. Ça a toujours été très cordial. Il n'y a pas une animosité, il n'y a pas de... On peut se poser la question parce qu'en fait, de temps en temps, tu prends sa défense sur les réseaux sociaux. On t'a vu. On t'a aussi vu le taquiner énormément. Voilà, donc la taquinerie, c'est pour faire monter un petit peu la sauce C'est même pas pour faire monter la sauce, non. Parce qu'en réalité, je pense que le combat, pour ceux qui sont vraiment fans de MMA, et le fait de nous mettre l'un face à l'autre, pour ceux qui ont suivi un peu nos parcours, est suffisant pour vendre le combat. Voilà. Clairement, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà dans le trash talking dur ou autre pour vendre ce combat. C'est évident. À vous deux, enfin à eux deux, Karl et Mickaël, vous avez 76 combats à vous deux. Il y a la jeune génération qui vous connaît. Karl, il a commencé en 2006, toi en 2011. Ils ont grandi avec les Lebou et les Amoussou. Et là, de vous voir réunis pour un combat, la jeune génération et la génération actuelle, pour moi, c'est le combat de l'année. Et ça n'a rien à... On n'a pas à envier un gros main event de l'UFC. Là, on a un combat franco-français qu'on attend depuis des années avec deux personnalités incroyables du MMA. De mecs vraiment qui sont très gentils, en plus très sympas, humainement et sportivement. Moi, j'ai trop hâte. Mais alors justement, quand on a roulé sa bosse, comme vous l'avez fait tous les deux au niveau international, toi tu es passé par le M1, par l'UFC, Karl il a été champion du tournoi du Bellator, bref c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse partout aussi. Quand on a ce niveau-là, ça se joue au niveau tactique, vous savez à quoi vous attendre l'un chez l'autre? Là tu as déjà un plan A, un plan B, un plan C? Bah, au-delà du plan A, du plan B, du plan C, c'est-à-dire qu'on sait plus ou moins ce que Karl fait, on connaît son explosivité, on est respectueux de ses qualités de combattant. Après, c'est ce que je dis toujours, il faut avant tout croire en soi aussi. Et moi, j'ai mes qualités et plutôt que d'anticiper ce qu'il va vouloir faire, c'est plutôt moi mener la barque et aller là où j'ai envie de faire. Effectivement, il y aura peut-être une partie tactique dans le combat qu'il faudra savoir adapter. Mais j'ai confiance en mon instinct, j'ai confiance en mes compétences et je pense que je vais réussir à mener le combat comme je l'entends. Pourquoi tu l'as voulu ce combat? Parce que c'est toi qui as un petit peu initié tout ça. Hein. Exactement, non, je suis à l'initiative et je suis content que ça ait porté ses fruits. Parce qu'aujourd'hui on est une belle affiche, parce qu'aujourd'hui c'est ce que je voulais et parce que je trouve que ce qui peut être mon dernier combat est une belle carte. Ah, c'est un dernier combat potentiellement? Ouais, vraiment. C'est vrai? Ouais, je l'ai toujours dit. Je voulais finir sur une belle affiche, une belle salle en France. Karl, c'est pas un pêcheur. Donc du coup, ça va être un combat, je pense que beaucoup de Français attendent. Et moi, j'avais à cœur de montrer que je suis meilleur que lui. Donc c'est l'idée, c'est aussi de mettre une réponse à une interrogation que certains peuvent encore se poser. Alors, t'as proposé le combat après son dernier combat à Karl? Pour être honnête, non. J'en avais déjà parlé avec Guillaume Pelletier à l'époque, on en parlait. Ensuite, il a eu son combat contre Abdul, donc après, je suis respectueux, j'accepte. Il prend un gros challenge, en plus, c'est un gros défi, donc pas facile pour lui. Derrière, j'en ai profité suite à sa défaite ou même victoire. J'en ai profité pour le relancer. Là-dessus, ils ont pris un peu de temps. Normal, après une défaite, il faut toujours un peu de temps pour se remettre en route, pour se remettre les idées au clair. Et le combat s'est validé comme ça. Et le Ares a été plus que réceptif puisqu'ils ont organisé ça assez rapidement aussi. Donc il n'y a pas d'opportunisme de ta part de le prendre au moment où il est un peu plus fragilisé. Toi, tu avais déjà initié ça avant. Après, fragilisé, lui comme moi, on a déjà connu des revers dans notre carrière. Donc forcément, là, je ne sais pas comment il va gérer, mais j'ai confiance pour lui. J'espère que ça sera la meilleure. Franchement, j'espère que ça sera la meilleure version de Karl le 8 décembre. Il y a des chances.
Voilà, non, Voilà, mais et il y a aussi ce côté où il t'affronte, il sait que tu vas être préparé. Je pense que Karl va vraiment avoir faim, tout comme toi aussi t'as faim. Et ça va nous donner un Vous vous prenez vraiment au sérieux tous les deux et ça, c'est intéressant. moi, je respecte. J'ai respecté tous les combattants. J'ai affronté des combattants de très, très, très haut niveau. Je les ai toujours respectés. J'ai affronté des combattants de moins haut niveau. Je les ai toujours respectés. Là, j'ai eu le temps de faire une grosse préparation. Donc, non, j'espère sincèrement que j'aurai la meilleure version de Karl. Comme ça, quand on me lèvera la main à la fin du combat, on saura que c'est moi qui ai été meilleur et que c'est pas parce qu'on a un Karl affaibli ou un Karl qui n'était pas dans son assiette ou autre. Donc, j'espère vraiment qu'on fera un beau combat. Et puis, les combats qu'on retient en général, c'est quand même des combats qui sont disputés avant tout. C'est pas un combat sur lequel un combattant marche sur l'autre. Ça marche pas, ça. C'est pas les combats qu'on Faut retient. être deux pour faire un bon combat. Exactement. Alors, toi, tu es passé par l'UFC. À aucun moment, tu t'es dit, un peu comme Taylor Lapillus, que tu avais envie d'essayer de ranquiller, de te faire de nouveau repérer. Non, ça t'a jamais traversé l'esprit? Alors, j'ai eu un parcours déjà plus complexe que celui de Taylor, c'est-à-dire que j'ai pas eu les mêmes victoires que lui. Donc du coup, lui, il a quand même eu un beau parcours. Après l'UFC, il a signé 2 ceintures au GMC, une ceinture au TKO, il a une ceinture au Ares. Il avait toutes les données pour pouvoir Prétendre à ce rêve. re-signer à l'UFC. Son parcours à l'UFC a été aussi plus brillant que le mien, parce qu'il a quand même 3 victoires, une seule défaite à la décision. Moi, quand j'étais à l'UFC, peut-être que c'était un peu jeune. Ça faisait à peine 5 ans que je faisais du MMA. Faut s'en rendre compte quand même. On a été avec Taylor. À l'époque, personne ne parlait de signer à l'UFC en France. Ça n'existait pas. Vrai, c'était tabou chez les combattants. C'était un exploit à l'époque. Hein. Mais c'est même pas un exploit, on ne l'envisageait pas. Et on a ouvert cette porte-là et j'en suis content qu'aujourd'hui des combattants affirment et aient la prétention de dire je vais signer à l'UFC. Moi, ça me fait plaisir. Et voilà. Et nous, on a été cette génération, on a été à l'UFC, peut-être trop tôt, peut-être qu'on n'avait plus les codes, peut-être qu'on a essuyé des plâtres et pour mieux préparer le futur de ceux qui nous ont suivis, et tant mieux. Et moi, après, derrière, j'ai évolué dans des très grosses organisations. J'ai fait la ceinture du BAMA, j'ai affronté des anciens UFC. Et j'ai eu un parcours plus difficile où j'ai enchaîné des victoires, des défaites. Et donc, effectivement, l'UFC, naturellement, non, j'y ai plus pensé parce que je me suis rendu compte que le niveau d'adversité déjà dans des grosses organisations comme le M1, etc., était déjà super élevé. Et à un moment donné, il y a les jeunes qui poussent et je les vois, il y a des talents. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir donner la place aux autres. Alors justement, je pense que Karl, il a été un petit peu dans ce cheminement-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a disparu de la scène internationale du MMA. Il est revenu avec des ambitions très fortes et peut-être même de revenir à l'UFC. Finalement, avec Abdul, ça a été un peu remis en question. Faire le deuil de son rêve à l'UFC, comment on fait en fait? Parce que c'est dur de faire le deuil d'un rêve. Je ne peux pas te dire, moi, j'ai accompli un rêve qui n'était pas un rêve pour moi. En fait, je me rends compte que... C'est une vision différente, c'est vrai. Et puis c'est humble en plus, je trouve, c'est modeste. Et ça permet effectivement aussi d'avoir du recul. Non, et puis chacun ses rêves. Mais il y a plein de chanteurs, d'acteurs qui se retrouvent sur scène. C'est vrai que Mika, il fait partie de cette ancienne génération où je me souviens, moi je te expliquais, tu étais invaincu, hein, si je dis pas de bêtises, 100% et contender. Invaincu, moi je t'ai commenté au M1, tu as eu cette progression incroyable. Moi quand on m'a dit Michael Lebou signe à l'UFC, c'était wow, c'est génial. Le mec vient du contender, il vient du 100% fight. Mais tu as ce recul là-dessus, que n'ont pas beaucoup de combattants. Ouais, du coup vous avez deux profils assez différents avec Karl. Oui, complètement. Après, il y a aussi un souci qui se pose, c'est qu'aujourd'hui les gens rêvent UFC avant de rêver performance. Oui. Moi j'ai du mal à comprendre comment un combattant il peut rêver de l'UFC en se disant qu'il ne rêve pas de performance. C'est-à-dire que c'est comme si, genre, je suis un attaquant, je joue en N3, je marque 30 buts, et que je dis non, je préfère continuer à jouer en N3 et un jour espérer jouer attaquant au PSG. Ben non, monte de ligue et continue à marquer des buts. Et les gens, ils veulent plus prendre de risques et ils rêvent UFC sans rêver de performance. Donc c'est... Avancer pas à pas, à la limite. Non, t'as 35 balais. Est-ce que tu le dis pas maintenant avec du recul? Mais si tu avais 22 ans à l'époque actuelle, est-ce que tu aurais le même discours? Bah écoute, moi j'ai affronté quand même, quand tu regardes le palmarès, alors effectivement on avait moins la possibilité de construire nos carrières à l'époque, mais quand tu regardes mon parcours, j'ai affronté des gars qui étaient invaincus. À l'époque, David Gallon, c'était une terreur en France quand ils m'ont proposé au HHC, je l'avais affronté. J'ai été en Pologne et récupéré une ceinture, j'ai fait une défense de ceinture en Pologne. Et j'ai pris, je crois, 4 gars invaincus avant de signer à l'UFC. Et je l'ai fait dans des katas 77, il n'y avait même pas ces histoires de cutting, tout ça on ne connaît pas, on découvrait, le sport se professionnalisait en fait. On a vraiment été la transition d'un sport qui était pratiqué avec sérieux,
mais qui n'étaient pas encore sur un modèle pro. C'était un peu comme les rugbyman à l'époque, qui jouaient un très bon niveau de rugby, mais qui n'étaient pas professionnels. Exact. Et là, on a vu l'évolution des corps entre le rugby amateur et le rugby aujourd'hui professionnel. On le voit au niveau athlétique. Mais vous étiez des explorateurs quelque part. Oui, je pense, oui. Alors, cette partie de ta vie, ce bel accomplissement d'entrée à l'UFC, tu l'as fait sous la coupe de Fernand Lopez au MMA Factory. Pour quelle raison tu as quitté cette écurie? Parce que là, c'est drôle, finalement, vous avez tous les deux quitté cette écurie et vous revenez à Arès, qui est le terrain de jeu, justement, de Fernand Lopez. Vous revenez un petit peu à la maison? Ouais, on revient à la maison. Bah, moi, j'ai commencé à la FFA avec Mathieu Nicourt. Lopez était le second. Ensuite, Fernand a ouvert le CrossFight. À l'époque, je m'entraînais au CrossFight et à la FFA. Et ensuite, à temps plein, au CrossFight qui est devenu le MMA Factory. J'ai accompli de belles choses au MMA Factory avec Fernand Lopez. J'ai combattu, on a gagné, on a signé à l'UFC. On a marqué l'histoire en quelque sorte. Donc je ne cracherai jamais sur ça et j'en suis reconnaissant de ce que le MMA Factory m'a apporté et de ce que j'ai pu accomplir avec Fernand Lopez. Et derrière, il est arrivé un moment ou un stade dans ma carrière où je sentais que j'étais pas forcément à l'aise, pas épanoui dans la salle. Et je lui ai dit tel quel, je lui ai dit écoute, on a accompli de belles choses et je préfère partir maintenant qu'entacher les souvenirs qu'on a pu avoir. Il a respecté mon choix et derrière, j'ai eu un second souffle avec Obi Fight. Et même, je me suis rendu compte que j'ai progressé. J'ai fait une grosse préparation physique, chose que je ne faisais pas avant. Et j'ai performé au M1 qui, bizarrement, sont mes meilleurs souvenirs, encore mieux que ceux de l'UFC. C'est vrai. J'ai adoré le M1. Super organisé. Donc ça t'a responsabilisé de reprendre un peu d'indépendance finalement. Aujourd'hui, on peut dire que tu es un électron libre. Justement, comment ça s'organise? Donc autour de toi, comment tu manages ta carrière? Qui est ton entraîneur? Parce que là, du coup, on ne sait pas trop. En fait, c'est ça, c'est que si j'ai 20 ans, c'est impossible de faire ce que je fais. Sauf que le fait est que j'ai l'étiquette UFC, j'ai une étiquette donc du coup qui fait que je suis un combattant qu'on vient rechercher, pas forcément pour les bonnes raisons. Hein. Parfois, c'est des bourbiers qu'on nous propose. Sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que faire briller les autres en général. On sait aussi que je fais toujours des combats de qualité. Donc du coup, je n'ai pas forcément besoin de manager et surtout, comme tu le dis, j'ai 35 ans, je suis plus proche de la fin de carrière qu'un début de carrière. Donc je n'ai pas besoin d'aller affronter 8 pêcheurs pour espérer signer dans une grosse organisation. Un truc avec les pêcheurs quand même. Non, mais parce que c'est à la mode d'affronter les pêcheurs. Mais il suffit de regarder certaines cartes. J'ai pas envie de critiquer les cartes, mais en une carte, j'arrive à te dire qui va gagner, tu vois. Mais on peut parier, on peut prendre des paris. Et du coup, j'ai pas besoin d'être managé. Après, on a toujours besoin du management. Moi, je l'entends au sens noble du terme. Ça va être celui qui, non pas se dit « ouais, tiens, tu vas combattre là », mais aujourd'hui, qui est vraiment manager? Qui va trouver les sponsors? Combien de combattants réussissent à vivre du MMA? Combien de combattants ont des mensuels par mois, tant de sponsors, etc. C'est très difficile et c'est ça du management. Le management, c'est facile de dire je manage, va combattre là, va combattre là, va combattre là. Non, il y a aussi tout ce qui est derrière, des choix de carrière, des sponsors, etc. Et ça, il y en a beaucoup moins déjà qui sont capables de le faire. Donc moi, aujourd'hui, je suis loin de tout ça parce que je n'aspire pas à continuer ma carrière des années. Et donc, ouais, je suis en électron libre. Et de par mon réseau, de par mon expérience, c'est très facile pour moi d'avoir des sparring de qualité, d'aller dans des salles. Je suis très bien accueilli à la Hatch Academy. Quand je vais au sol à la MK Team, ouais, voilà. J'ai plutôt une bonne réputation. Et tout le monde m'ouvre plutôt en grand les portes. Et du coup, j'ai aussi le respect de mes pairs. Et du coup, tous les combattants sont prêts à me donner un coup de pouce, etc. J'ai Anthony Dizzy là, par exemple, je vais m'entraîner avec lui un peu pour la lutte avec Alexis Fontes. Voilà, j'ai toujours des gars qui sont prêts à bouger et se donner pour moi et ça fait plaisir. C'est une forme de reconnaissance. Ouais, donc là, t'as pas une team particulière là. Tu vas représenter quel team Si tu t'entraînes beaucoup chez Hatch. C'est Team Lebou, mais je m'entraîne beaucoup chez Hatch. Je me suis entraîné beaucoup à la MK Team. J'ai fait ma préparation physique avec Sébastien Charter, un très bon préparateur chez Obi Fight avant. Qui était chez Obi Fight. Et ensuite, j'ai mon noyau dur. David Beer, qui est vraiment, en plus d'être un head coach, un formidable combattant. Et ensuite, j'ai mon noyau dur méga sûr. J'ai Tahar, Kevin Fall. Là, la dernière fois, je tourne avec Teddy Violet. Il y a Damien Lapillus qui est venu hier me donner un coup de main. J'ai vraiment quelques
quelque chose autour de moi, je sens un engouement et c'est ce qui me porte aussi quelque part. Mais on retiendra quand même Tim Lebou avant tout. C'est ça que tu mets en avant. Toi, tu es l'entrepreneur qui recrute ses ressources humaines. Bah, ouais, on peut dire ça. En tout cas, aujourd'hui, je le conseille à personne de le faire parce que c'est énergivore d'organiser tout ça autour de soi et je pense que c'est dur d'impulser cet élan. Mais effectivement, aujourd'hui, j'en suis à un stade de ma carrière où, ouais, c'est Tim Lebou. Je me fais plaisir. Moi, je suis là pour me faire plaisir. C'est ton dernier combat, c'est sûr? T'as pas signé plusieurs combats à la reste? Non, j'ai signé un combat. Après, dire que c'est le dernier, c'est toujours pareil. On dit tout le temps que c'est le dernier. Non, mais pourquoi fermer des portes? Faut pas. Après, on dit, ouais, mais t'as dit ça. Ce que je me suis interdit de faire, c'est d'aller chercher la haute performance, le très très haut niveau. C'est-à-dire, et c'est ce que j'avais dit après un combat à Abu Dhabi, sanctionné d'une défaite en plus à la décision. J'avais dit, écoute, c'est la fin. Pour moi, le très très haut niveau, j'irai plus. Maintenant que le MMA est légalisé en France, je ne m'interdis pas de faire des belles scènes en France. Par contre, ce que je m'interdis de faire, c'est d'aller chercher des gars, pour pas dire pêcheurs, des gars qui sont mauvais. Ouais. Et je veux des combats où on se dit, ah ouais, il est culotté, quoi. Enfin, il va chercher des bons gars. Ouais. C'est le cas avec Karl, là. Bah, Karl, ouais, voilà. Karl, pour moi, c'est pas la haute performance non plus actuellement. Faut dire aussi ce qu'il est. Il n'est pas classé dans le top 100 mondial. Mais ça va être un combat équilibré entre lui et moi. Et même si je sais un peu le dénouement, je ne vais pas vous spoiler. On ne fait pas ça. Alors, pour conclure, on aimerait savoir, parce que là, tu dis que c'est peut-être ton dernier combat. En réalité, c'est très dur d'arrêter, on le sait tous les deux. Moi-même, j'ai dit que j'allais peut-être faire un bébé après mon prochain combat. Je suis encore là, malheureusement. On peut en parler de ton prochain combat? Je peux balancer. Il y a une date, mais un peu d'incertitude. Bon, on en parlera plus tard. Ce sera peut-être ton dernier combat ou pas, on n'en sait rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te pousse à combattre? Parce que tu as eu l'UFC, tu as connu ce qui se fait de mieux. Qu'est-ce qui te pousse à combattre? Mais c'est ce que je dis, c'est qu'avant tout, moi, c'est pas l'UFC qui me motive. Et c'est ce qui devrait... D'ailleurs, je pense que c'est pas une motivation. Accomplir son rêve, c'est quoi? C'est d'être le meilleur au monde. Aujourd'hui, les gens rêvent du UFC parce que c'est là où on a les meilleurs au monde. Donc, je pense que c'est la performance qui au final, traduit la volonté d'aller à l'UFC. Et moi, aujourd'hui, voilà, c'est la performance, c'est le kiff. C'est de me dire, montre que, et la prime. Que tu es le meilleur. Bah, ça joue forcément. Bien sûr. Non, mais après, il ne faut pas se mentir. Bien sûr. Quand tu vas t'entraîner, tu souffres, c'est du temps, c'est un sacrifice, c'est un investissement. Ah oui. Donc, à un moment donné, effectivement, si tu n'es pas payé à la hauteur de ce que tu estimes, c'est aussi une manière de dire, voilà, moi, je pense valoir telle valeur et de ne pas se brader. Et je pense que ça aussi, les combattants doivent l'avoir en tête. On est une sorte de denrée périssable en plus dans le sport combat, il faut faire attention, qui est assujettie à nos performances. Et donc, quand vous sentez que vous êtes pas correctement payé, il faut refuser les combats. Bien sûr. Alors justement, vu que tu te gères toi-même, tu arrives à ne pas te brader, parce que souvent, c'est aussi l'intérêt d'avoir quelqu'un qui te représente, de pouvoir qu'il puisse négocier pour toi tes intérêts, parce que souvent, moi en tout cas, je suis nul pour négocier mes intérêts. Donc, toi, tu arrives à gérer cet aspect-là? Bah, en fait, est-ce que j'aurais pu toucher plus avec un manager? Ça, je ne le saurais pas, parce que je ne suis pas manager actuellement. Mais par contre, non, j'estime que je suis payé correctement à hauteur de ta juste valeur. Que je vais faire, oui, exactement. Alors, on va conclure avec le Mika AB Show, c'est ça, hein? AB Show, ouais. AB Show. Donc ça, c'est un nouveau média que tu as lancé avec Aboubakar Bathily. C'est même AB, de base, c'est la chaîne de AB, The AB Show. Ouais. Et, mais ça fonctionne bien, votre duo. Voilà, et on a fait la semaine, toutes les semaines, on fait le Mika en AB. Le débrief. Et ça fonctionne bien? Vous avez réussi à le monétiser? Vous avez une bonne dynamique? Vous avez une bonne planification? Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Bah, toutes les semaines, on vient sur l'actualité du MMA. On essaye de le faire sans langue de bois. On a des croustilles. Bon, maintenant, on se fait doubler sur les croustilles. Mais avant, c'était un peu notre créneau. Est-ce qu'on peut citer le nom? La transpiration, ils sont assez chauds. En fait, c'est que nous, comme on les a, les croustilles en temps et en heure. Le truc, c'est que comme on fait une vidéo et on l'a fait le dimanche, par rapport à la date d'enregistrement. Si le sort le mercredi, forcément, on sera en retard. Ils sont assez rapides, on peut le dire. Ouais, ils sont rapides, non, ils sont réactifs. Et aujourd'hui, ils ont une grosse communauté qui leur apporte beaucoup d'éléments. Donc, effectivement, c'est difficile. Mais non, nous, on est sur notre créneau. Ça reste un truc bonne ambiance. On dit les choses sans langue de bois, mais on n'est pas là pour blesser les gens. On n'est pas là non plus pour faire la police. Et on n'est pas là pour régler des comptes. On le fait dans la bonne humeur. Je trouve qu'on a une communauté sympa. On a la chance d'être dans le milieu, donc c'est très facile pour nous de pouvoir avoir accédé aux combattants, de pouvoir les inviter sur le podcast.
Et tu te lances dans la création de contenu, donc est-ce qu'il y a des problématiques auxquelles tu n'étais pas confronté avant et que tu découvres justement? Ah ben grand respect à AB parce que c'est lui qui fait le montage et tout. Moi j'avais essayé de faire une chaîne, on avait fait le Man in Fight, ensuite la frappe, on s'est rendu compte que c'était hyper énergivore. Et du coup c'est AB qui fait vraiment toute la partie logistique, gros respect à lui. Et moi je m'occupe juste de faire les enregistrements, etc. Mais gros respect à lui parce que je peux vous assurer qu'on ne se rend pas compte, mais c'est du temps. C'est énormément de temps. Énormément de temps. La création de contenu, on ne se rend pas compte. Ceux qui disent des influenceurs gagnent de l'argent facilement, non, pas du tout. C'est énormément de création de contenu. Ouais. Alors, le Hab Show à suivre, le AB Show, Mika et AB Show est à suivre sur YouTube. Donc, la chaîne, c'est c'est The AB Show, c'est The AB Show sur YouTube, la chaîne. Et tous les lundis 18h, vous avez le podcast qui sort. Ouais. Et en plus, je crois qu'il est disponible désormais sur certaines plateformes comme Spotify, tout ça. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. De notre côté également, on suit de très près l'actualité du MMA. Regardez le calendrier, il est encore bien chargé. Le 10 décembre aura lieu l'European Beatdown à Mons en Belgique. C'est le carrefour européen du MMA. Le 8 décembre, Michael Lebou versus Karl Amoussou. C'est clairement le choc franco-français de cette fin d'année. Le 17 décembre au Brave, Axel Sola retrouvera Issa Issakov sur sa route après l'avoir rencontré en finale européenne de l'IMAF. Gros choc en perspective et belle revanche. Et enfin, le dernier rendez-vous de l'année pour le MMA français, histoire de clôturer cette saison complètement folle en beauté, c'est le MMA Grand Prix avec le retour très attendu de Cédric Doumbé et Jason Poney. Du très gros spectacle en perspective. On vous attend nombreux devant vos écrans puisque ce sera diffusé en direct sur Sport en France. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Mika, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. On sait que pendant les prépas, c'est un peu difficile. Donc merci à toi. On vous souhaite le meilleur, à toi et à Karl. Que le meilleur gagne. On ne prendra pas parti, mais que le meilleur gagne. Il y a forcément un des deux qui sera déçu. Et je pense que ça sera lui le déçu. Mais en tout cas, c'est ce que j'allais me demander. Ce sera un bel événement pour le MMA français. J'annonce deuxième round. Extinction des feux pour Karl au deuxième round. Ok. Bon, voilà, le temps est donné. Rendez-vous le 8 décembre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités du MMA. Bonne semaine à tous. Bye bye.